J'habitais près de la cathédrale, que j'ai fait visiter à Jérôme tout à l'heure, puisque quand on vient sur Amiens, en particulier quelqu'un comme Jérôme qui ne vient pas, il me disait très souvent en Picardie, s'il y a bien un endroit à visiter, à découvrir, à admirer, c'est la cathédrale d'Amiens, et je pense d'ailleurs qu'il ne s'attendait pas à une splendeur pareille, une taille, puisque c'est tout de même la plus grande cathédrale d'Europe et évidemment donc du monde. Au niveau de son volume. Je vous invite à ceux qui ne l'auraient pas encore visité de venir à la cathédrale d'Amiens, parce que ça inscrit... Quand on est à la cathédrale d'Amiens, voilà, on a toute la force de notre lignée, de notre identité, de nos ancêtres, que l'on soit croyant ou non d'ailleurs, voilà, c'est cette force, cette splendeur, cette magnificence est appréciée par absolument tout le monde, enfin tout du moins je le pense. Alors voilà, Jérôme, on se connaît depuis très longtemps, depuis les universités d'été du FNJ. D'ailleurs, il y avait mon ami Fabrice qui était là aussi à l'époque, et nous sommes rencontrés à ce moment-là, nous ne sommes jamais perdus de vue, et nous faisons partie de ceux, parce qu'on en a rencontré, combien on a vu passer de gens dans le cadre du courant national, pas forcément aux universités d'été du FNJ, mais voilà, on voit passer des gens très bien, de toute origine sociale confondue, et après beaucoup de gens en fait arrêtent. C'est souvent un feu de paille, c'est un engagement politique, et après il y a des déceptions, après il y a l'entrée dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, qui fait qu'on arrête. Et nous on fait partie de ces gens avec Jérôme qui n'avons jamais abandonné la politique par des chemins différents. Jérôme a toujours été plus un intellectuel de la cause plutôt que quelqu'un qui était d'ailleurs qui ne croit pas trop, je pense, en la participation électorale, mais même si au Parti de la France nous estimons que la participation électorale est un moyen, ce n'est pas non plus une fin. Mais en tout cas, nous estimons qu'il faut transmettre en tout cas au peuple français, à nos compatriotes, un message de vérité. Car c'est cela qui nous... sur le point sur lequel on se rejoint avec Jérôme, c'est que dire la vérité à quoi qu'il en coûte. Alors quoi qu'il en coûte, Jérôme est beaucoup moins prudent que moi, son avocat vous le dira. C'est sûr qu'au Parti de la France, nous essayons d'être juste sur la ligne pour ne pas non plus subir les foudres de la justice, mais on n'y arrive pas forcément. Pour ceux qui ont suivi la campagne d'Alexandre Ringer, vous vous doutez bien que les petites vidéos qu'il a faites, qui ont été vues des millions de fois, qui ont fait rire beaucoup de gens, qui en ont fâché aussi beaucoup d'autres, vous vous doutez bien que là, ils ont attendu que les élections se passent, parce que c'est toujours compliqué de mettre en garde à vue quelqu'un qui est candidat aux élections, mais malheureusement je pense qu'il y aura droit, même si je pense qu'il n'y aura pas de condamnation, comme nous n'en avons pas eu non plus par rapport à notre affiche donnant un avenir aux enfants blancs. Voilà, c'était notre affiche phare, et nous avons été en garde à vue pendant 9 heures, ils ont essayé de nous faire dire beaucoup de choses, on ne nous a pas dit un mot, nous avons fait des gangsters, et nous n'avons pas dit un mot, et il n'y a pas eu de poursuite parce que le procureur n'avait pas d'éléments pour pouvoir nous poursuivre. Ce que je voudrais dire aussi, pourquoi le Parti de la France invite Jérôme Bourbon, directeur, qui est mon ami de longue date, mais qui est aussi quelqu'un qui, contre vents et marées, qui, alors que la liberté d'expression s'est considérablement réduite depuis l'époque où on s'est connu, depuis la fin des années 90, où il était encore possible de dire des choses. Je ne parle même pas des années 80, quand les ignobles lois scélérates Guesso n'existaient pas, mais c'était encore une époque où on pouvait dire des choses, et qu'aujourd'hui, maintenant, malheureusement, le débat public, le débat politique est judiciarisé à outrance. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à tout ce que l'on dit, et Jérôme fait partie de ces gens qui, en gros, n'en ont jamais rien eu à faire, et ont continué à nous dire la vérité sur une ligne très radicale, sur une ligne que je ne partage pas forcément sur tout. Et c'est ça aussi que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que maintenant les gens, surtout à l'heure des réseaux sociaux, Roger Hollande disait, c'est quand même incroyable, Roger Hollande disait ça il y a 30 ans, il disait c'est tout de même incroyable
que des gens qui se retrouvent à 90 ou 95% sur la ligne du Front National, de l'époque, hein, pas d'aujourd'hui, hein, on s'entend bien, vont trouver un moyen de dire bah, je quitte le Front National parce qu'il y a un point de détail, si je puis dire, sur lequel je ne me retrouve pas. Et on retrouve ça, que ce soit dans un parti politique, mais que ce soit aussi quand on tient un hebdomadaire. C'est-à-dire qu'une personne qui va être abonnée à Rivarol depuis 30 ans, va un jour voir un article qui ne lui plaît pas sur un sujet qui lui tient à cœur, et il va dire je me désabonne rageusement en disant je ne comprends pas pourquoi vous avez dit ça, vous êtes des traîtres à la cause. Et on a la même chose dans le sein d'un parti politique. C'est-à-dire ce qui n'existait pas avant, aujourd'hui, c'est le fait que il suffit que je fasse moi-même ou un cadre du Parti de la France à communiquer sur un sujet qui ne va pas plaire aux gens pour dire je rends ma carte, vous êtes des traîtres, ce genre de choses. C'est-à-dire que les gens, ils sont plus dans le désengagement que dans l'engagement. Et contre ça, eh bien, écoutez, contre vents et marées judiciaires et financiers, parce que je sais que, même s'il n'en parle jamais, Jérôme Bourbon a dépensé des fortunes en frais de procès personnel, son argent personnel, l'argent de sa famille. Je sais également, et ça c'est tout à son honneur, c'est-à-dire que beaucoup de personnes écrivent sous pseudo dans Rivarol, et que jamais Jérôme Bourbon n'a donné le nom, l'identité des gens qui écrivent sous pseudo, les articles pour lesquels il y avait des poursuites et qui lui ont valu à lui des condamnations en tant que directeur de publication. C'est tout à son honneur, tout comme Jean-Marie Le Pen n'a jamais lâché un militant du Front National, tout comme au Parti de la France, ni Karl Lang ni moi-même n'avons jamais lâché un militant pour quoi que ce soit à partir du moment où c'est des poursuites ou une condamnation politique. Qu'on soit bien d'accord. Et ça n'existe plus. Vous savez très bien que maintenant, au Rassemblement National, à partir du moment où, en pleine interview, on dit à Marine Le Pen « Regardez ce qu'a dit tel militant, regardez, je vous fais voir mon téléphone, regardez, il a dit ça, il a prétendu ça », Marine Le Pen l'exclut dans l'instant. Elle dit si ça, souvent elle dit si c'est vrai, si ça s'avère être vrai, eh bien cette personne-là passera en commission de discipline et sera exclue. Voilà, avec sa voix de vieille alcoolique. Mais c'est systématique, c'est quelque chose que nous n'avons pas connu au Front National du temps de Jean-Marie Le Pen et que nous continuons. Alors peut-être que nous sommes surannés, que nous avons une conception chevaleresque peut-être de la vie politique, mais en attendant, nous sommes droits dans nos bottes. Française, pas forcément allemande, mais nous pouvons nous regarder dans la glace et jamais nous n'avons abandonné un militant à partir du moment où il était poursuivi pour des motifs politiques en fonction de son engagement. Et en tout cas, je suis ravi d'accueillir Jérôme aujourd'hui parce que malgré toute sa pugnacité, son abnégation, eh bien aujourd'hui Rivarol est en danger. Rivarol est en danger. Alors, à l'heure où maintenant tout le monde va sur les réseaux sociaux, n'est pas capable de se concentrer plus de 5 minutes sur une vidéo TikTok, eh bien aujourd'hui, forcément, à partir du moment où on parle d'un journal qu'il faut lire, avec des articles, où il n'y a pas beaucoup de photos, eh bien en attendant, Rivarol, ça m'a permis pendant un certain nombre d'années de me forger une culture politique. Car les articles de Rivarol, ce n'est pas des articles qui sont faits sur ChatGPT, ce ne sont pas des articles qui sont faits sans recherche, juste des coups de gueule, des billets d'humeur. Non, ce sont des articles sourcés. Ce sont des articles et qui vous rappellent ce qui s'est passé aussi avant. C'est intéressant. Alors, pas dire c'était mieux avant, pas dire ce genre de choses, mais c'est intéressant parce que maintenant, beaucoup de jeunes s'engagent en politique. Et je ne leur en veux pas, puisqu'il n'y a plus de mouvement politique qui faisait de la formation, comme nous l'avons connu, nous, au temps du Front National. Même s'il n'était pas parfait, au moins ça avait le mérite d'exister. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés aux universités d'été du FNJ, et qu'il y avait tout de même une formation politique. Maintenant, il n'y a plus de la formation politique, ce sont les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, en fait, vous trouvez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir l'idée la plus farfelue, la plus débile possible, la plus complotiste possible, vous arrivez forcément à trouver une vidéo qui va aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que, bon, voilà, je ne vais pas parler de terre plate ou ce genre de choses, mais voilà, vous allez avoir des gens de reptiliens, voilà, ce genre de choses, et vous allez forcément avoir des vidéos de gens qui vous soutiennent, mordicus, que tout cela est réel, que tout cela est vrai. Donc il faut faire très attention. C'est-à-dire que maintenant, malheureusement, et on le voit au Parti de la France, pourquoi? Alors c'est vrai qu'au Parti de la France, j'ai de la chance d'avoir des jeunes cadres et formés, mais
c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui viennent et qui ne sont pas spécialement formés et qui croient à différentes choses ou qui sont totalement ignorants de ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est important d'être là, d'être les anciens, parce que maintenant nous sommes des anciens, nous avons été les jeunes pendant un temps, maintenant nous sommes les vieux cons, c'est nous. Mais on tâche d'être des vieux cons sympas et au moins de pouvoir transmettre quelque chose, parce que s'il y a bien quelque chose que nous pouvons transmettre, c'est bien sûr notre lignée. C'est pour ça que je vous invite tous, évidemment, à avoir des enfants, à avoir la chance. Alors c'est pas forcément un choix, mais par contre c'est la seule chose que vous laisserez derrière vous. Ce sera ce sera votre lignée, mais aussi ce que vous pourrez laisser comme exemple. Comme exemple, on va retenir de vous beaucoup plus l'exemple que vous aurez donné. Je parle en politique. Votre exemplarité, plutôt que votre prudence, plutôt que votre capacité à vous être intégré au système, à ne pas avoir fâché trop un tel ou un tel. Non, en tout cas. Nous, de toute façon, on est grillés avec Jérôme, on ne pourra jamais se retrouver, ni lui ni moi, actuellement, enfin, tant qu'on reste dans ce cadre, dans ce cadre républicain, nous savons très bien que nous n'avons aucun avenir en son sein. Donc, évidemment, il faut le combattre. Il faut le combattre. Alors, combattre en utilisant ses propres armes. C'est sûr que je suis certain que nous n'avons pas la même conception ou le même jugement sur la participation électorale, mais nous pensons qu'il est très utile de faire, en particulier une élection partielle, on parle beaucoup plus de vous, une élection comme à laquelle a participé Alexandre Ringer, ici présent, et qui a fait une campagne très dynamique, qui a fait une campagne qui a été remarquée à tel point qu'il se fait reconnaître dans la rue par des gens qui ne sont pas politisés, hier par des militaires de l'opération Sentinelle, par des gens lambda, parce que c'était certes un petit peu provocateur, ça n'allait pas bien loin quand il parlait, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu, la vidéo où il parle de l'islam, 6e pilier de la CAF, bon, non, pardon, l'inverse, la CAF, 6e pilier de l'islam, donc peu importe. Non mais voilà, c'est anecdotique, mais c'est quand même tout de même incroyable on soit, et donc là, évidemment, ça choque tout le monde, jusqu'au Rassemblement National, jusque même la Reconquête. La Reconquête, évidemment, on en rigole, mais on ne relaie pas la vidéo. Oh là là, bien, faisons attention, on ne sait jamais s'il allait faire la même blague sur la synagogue. Enfin bref. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je suis très heureux et très fier d'accueillir Jérôme Bourbon. Jérôme Bourbon, et d'ailleurs je lui ai dit qu'au Parti de la France nous étions pas des hippies d'extrême droite, mais je veux dire voilà, c'est venez comme vous êtes. C'est-à-dire qu'en gros on n'est pas là pour formater les gens, je sais qu'on n'est pas forcément aussi judéo-centré que Rivarol, par exemple. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est pas parce que certains voient des juifs partout qu'il y a des juifs nulle part. Ouais. Attention, voilà, nous sommes dans une position plus nuancée. Mais c'est pas parce que Jérôme va accentuer son action militante sur ce point particulier, précis et fondamental, que nous allons non plus l'exclure en disant « oulala, non, plus de repas, plus de relations avec Rivarol, parce que le Parti de la France, attention, est loin de tout ça. » Pas du tout. Nous sommes d'ailleurs pour une liberté d'expression totale, à partir du moment où ça ne relève pas ni de la diffamation, ni de l'insulte publique, c'est-à-dire la suppression totale. Et d'ailleurs, je le dis régulièrement, quelle sera la première mesure que vous prendriez si vous étiez élu président de la République, qui ne resterait plus très longtemps en place, mais voilà, si vous étiez élu chef de l'État, je préfère, eh bien, quelle sera la première mesure que vous prendriez de manière symbolique? Ce serait la suppression de toutes les lois liberticides, parce que c'est une castration morale, et même presque physique, des Français, que ce sont ces lois. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des Français qui n'osent plus dire ce qu'ils pensent, qui n'osent même plus, ne serait-ce que dire qu'ils sont envahis,
Parce qu'on ne parle même pas, je ne parle même pas des sujets sulfureux, je parle juste le simple fait de dire que nous sommes submergés au niveau de l'immigration, parce que tout cela fait partie du projet cosmopolite. Et nous ne sommes pas naïfs au Parti de la France, nous savons très bien que derrière, évidemment, c'est toute cette vague de merde, comme disait Roger Hollande, qui nous arrive dessus, il y a derrière des gens qui ont organisé cela, et qui même si aujourd'hui s'en mordent les doigts, parce qu'ils se disent, bah, finalement, oui, c'est sûr qu'on a réussi à détruire la France catholique, on a réussi presque à détruire la France blanche, mais aujourd'hui on s'aperçoit que nos orques se retournent contre nous, nos mercenaires orques se retournent contre nous. Et sauf que ces gens-là, nous, c'est notre terre sur laquelle nos ancêtres, coule le sang de nos ancêtres. Eux, ils s'en foutent, ce sont des nomades, ils ont l'habitude de bouger, de s'en aller. D'ailleurs, tout au long de l'histoire, ce n'est pas non plus un hasard qu'ils se soient fait chasser de partout. Donc je pense que Jérôme sera beaucoup plus explicite à ce sujet. Mais en tout cas, voilà, merci à vous, nous ne sommes pas beaucoup, mais voilà, c'est la qualité qui prime sur la quantité. Je n'ai pas choisi forcément la bonne date entre ce week-end de l'Ascension et également entre ce match de football qui intéresse beaucoup de gens, mais qui intéresse beaucoup de gens. Alors il y a presque la moitié qui est intéressée par le résultat du match et l'autre moitié qui est terrifiée, surtout ceux qui habitent en ville, de savoir quelles vont être les émeutes qu'il va pouvoir y avoir derrière, parce que maintenant nous vivons dans une France où dans une France où il y a les Français et il y a les autres. Et là, et chaque fois qu'ils ont la possibilité d'avoir un comportement qui leur permet d'exprimer leur virilité, leur haine du pays d'accueil, leur hostilité de la France éternelle, quel que soit le motif, eh bien, ils n'hésitent pas une seule seconde à le faire voir dans les rues, à provoquer le chaos. Chaos qui n'existerait même pas dans les pays extra-européens. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils n'auraient pas les mêmes pudeurs, la police n'aurait pas les mêmes pudeurs que la police française actuellement, où on leur dit de ne surtout pas intervenir. Vous imaginez bien, s'il y en avait un ou deux qui se faisaient descendre pendant les émeutes, oh là là, jamais, ça n'arrive jamais, vous voyez, ça n'arrive jamais. Eh bien écoutez, en tout cas, avec le Parti de la France, tout cela changera, car nous redonnerons les moyens aux forces de l'ordre de rétablir l'ordre, et surtout que nous les foutrons dehors. S'il y a bien un message que nous allons transmettre, que nous voulons transmettre, et d'ailleurs une élection, c'est ce que je disais à Alexandre Winger, ne pas s'embarrasser de choses, il faut quelque chose que les gens comprennent, que les électeurs comprennent, en particulier les électeurs du Rassemblement National qui sont très peu politisés, eh bien avec nous, ils repartiront. Voilà, c'est tout. Il y a un message à passer, c'est bien celui-ci. Écoutez, merci beaucoup à vous d'être là aujourd'hui. Merci à Jérôme d'être venu, d'avoir pris de son temps pour venir nous voir, parce que Jérôme est père de familles nombreuses, on en parlait tout à l'heure, il est père de 6 enfants, de 2 à 18 ans. Et donc ça, on peut l'applaudir pour cela, parce que je ne suis pas certain ici que tout le monde, parce que ça c'est aussi l'application de ce que l'on dit, de ce que l'on prône, et il faut être soi-même aussi exemplaire si on prétend apporter la bonne parole aux Français, la bonne parole aux nationalistes. En tout cas, pour terminer, sachez que vous pourrez toujours compter sur nous. Comme je vous le disais, de toute façon, nous sommes grillés et nous irons jusqu'au bout. Courage, on les aura. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, il ne serait pas trop long puisqu'il est déjà tard, il est déjà 16 heures. Après le repas, on a parfois tendance à s'endormir. Je voulais remercier d'abord mon ami Thomas Joly qui a eu à juste titre raison de rappeler que nous sommes connus au Front National de Jeunesse dans ce magnifique château de Neuvy-sur-Barangeon en Sologne, dans le Cher, à l'époque de Roger Hollande. Il y avait chaque matin le lever des couleurs, il y avait souvent des conférences souvent intéressantes, des discours enflammés et passionnants de Roger Hollande. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris, tant en termes de conviction, de camaraderie politique et militante à cette occasion, et j'en garde des souvenirs émus. Parce que ce soit les universités du FNJ, que ce soit les BBR, que ce soit les fêtes de Jeanne d'Arc, que ce soit même d'autres meetings, c'était assez remarquable. Et c'est vrai que ça a versé toute ma jeunesse, tous mes premiers engagements. Moi j'ai pris la première carte du Front National, j'avais à peine 15 ans. Et donc j'en garde un souvenir extraordinaire. Et j'ai eu l'occasion de dire combien leur
que Jean-Marie Le Pen nous a quittés cette année, lorsqu'il faisait des meetings, notamment en province, qui parlait sans notes, avec un vrai talent et des formules particulièrement heureuses, une langue superbe. C'était formidable quand il nous parlait de l'ancienne France, du sol de sa maison rabattue, des barques battues par les flots, de cette France pour laquelle tant de laboureurs, tant de pêcheurs, tant de paysans se sont battus, beaucoup sont morts. On nous léguait cet héritage corporel, incorporel, matériel et immatériel, immémorable. C'est vrai que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Parfois, ça donne même la chair de poule. C'est vrai que de ce point de vue-là, je voulais quand même commencer ma petite allocution prise là. C'est vrai que c'est quand même une perte considérable d'avoir perdu le menhir, parce qu'en plus il y avait une capacité de résister à la police de la pensée qui est absolument exceptionnelle. C'est pourquoi d'ailleurs il a été tant combattu et tant diabolisé pendant toute sa carrière politique. Et donc ce que je vais vous dire en premier, parce qu'aujourd'hui nous vivons vraiment l'ère du vide, du néant et du chaos. Quelles sont les personnalités politiques de premier plan auxquelles on a envie de se référer, auxquelles on a envie de faire confiance, on a envie de suivre quasiment aveuglément, de manière enthousiaste. Moi je ne vois personne aujourd'hui. C'est là où on mesure. Moi je n'ai que 52 ans, j'ai un peu plus vieux que notre ami Thomas, mais c'est vrai que je mesure en l'espace de 30 ou 40 ans comment les choses se sont effondrées à tout point de vue. Et la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de publication, y compris dans nos milieux. C'est-à-dire que l'autocensure fait des ravages. Il y a effectivement les lois liberticides, les lois mémorielles, mais il y a aussi une forme de, comment dirais-je, de censure, de lâcheté, de peur absolument généralisée dans tous les domaines maintenant. On n'ose plus exprimer de manière libre. Et justement, Jean-Marc Le Pen était un des derniers à être capable encore de le faire. Et en ça, c'est quand même une perte incommensurable. Que je réfléchissais à sa mort, quel est l'homme politique aujourd'hui, non seulement en France, mais même en Europe, en Occident, de premier plan, j'entends, qui serait capable de tenir dans un certain nombre de domaines ce qu'il disait, voilà, les formules qu'il pouvait employer. C'est à cela qu'on mesure vraiment la décadence, la décrépitude que nous vivons dans tous les domaines. Décrépitude d'ailleurs qui concerne tous les domaines. Il faut bien comprendre que si on devait mesurer, résumer en quelque sorte la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui, c'est que nous sommes à la fois confrontés à des agressions extérieures et une dissolution intérieure, à une forme de submersion, également de subversion. Et c'est l'addition des deux qui est absolument catastrophique. C'est-à-dire que vous avez à la fois un phénomène de grand remplacement, après une immigration incontrôlée, volontairement incontrôlée, de masse, et le fait qu'on nous est fait de l'intérieur par l'avortement, par l'euthanasie, on va y venir, par la pornographie, par la drogue, et maintenant par le LGBT, le wokisme plus généralement. Donc ça fait quand même beaucoup. Il faut penser que nos enfants dans les écoles, ils sont confrontés à une véritable guerre idéologique et mentale qui est considérable, à un point tel que maintenant, même dans les collèges, c'est rare de voir maintenant des garçons avec des jupes, qui se maquillent, etc. Et il faut comprendre qu'on fait venir des groupes. Alors ça a commencé par les groupes antiracistes et de ce racisme et tout ça, et toute la religion de la Shoah, de venir les déportés, etc., les associations juives, pour précisément amener à une forme d'ethnomasochisme et une haine de la France traditionnelle et de l'Europe traditionnelle. Bon, et bien, et là maintenant, il y a toujours ça, mais en plus, il y a le LGBTisme en plus. Il y a des associations dites homophobes, transphobes, qui encouragent au changement d'orientation sexuelle et pire encore au changement de sexe, au changement de voilà ce qu'ils appellent la transidentité, la transition de genre, etc. La théorie du genre. Et il n'y a aucun parti politique en France, à part des petits mouvements tout à fait respectables et courageux, il y aura de mouvements jouant à carte électorale et ayant une présence médiatique, mais il n'y a aucun mouvement qui est contre. J'ai souvent, pendant longtemps, j'ai été quasiment seul à une époque dénoncer Marine Le Pen depuis 20 ans, et plus, parce que j'avais compris dès le départ qui elle était, ce qu'elle allait faire, mais le Rassemblement national ne combat absolument pas la théorie du genre. Il faut dire de toute façon, déjà, je l'ai souvent appelé la tenancière de la cage aux folles, mais le fait est que c'est ça, elle a complètement changé l'être du Front National. Lorsque Le Pen est passé en commission de discipline avant d'être exclu, suspendu puis exclu, il avait dit qu'elle avait, je cite,
tué l'âme du Front National. Et c'est très vrai, elle a tué l'âme. Nous avons connu, Thomas et d'autres, le Front National canal historique, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Il y avait quand même un espace de liberté. Moi je me rappelle dans l'Ito FNJ, on a quasiment tous l'Holocauste au scanner, on pouvait parler librement de tous les sujets, du révisionnisme historique, de l'immigration, de la question juive, de la maçonnerie, de tous les sujets. On n'était pas forcément d'accord sur tout. Il y avait des païens, il y avait des catholiques, il y avait des non-croyants, mais il y avait quand même un fond commun sur le plan politique et un sens de l'ennemi quand même, etc. Voilà, ce qui fait que bon, il y avait quand même non seulement un dialogue possible, mais une camaraderie possible. Aujourd'hui, c'est impensable. Et comme le disait très bien Thomas tout à l'heure, autrefois, lorsque un militant ou un cadre du mouvement était mis en cause parce qu'il avait une formule qu'on estime être un dérapage, aujourd'hui, en général, les instances du mouvement le protégeaient. Il fallait vraiment qu'il aille très loin pour être sanctionné. Alors qu'aujourd'hui, il suffit que Libération, avec Frontal, le Canard enchaîné, le Mediapart, d'autres organes de ce type, fassent une enquête évidemment à charge contre un candidat, contre un militant, contre un sympathisant, contre un cadre du mouvement, quand bien même celui-ci a-t-il été fidèle pendant des années ou des décennies, a-t-il milité, a-t-il collé, on le renvoie du jour au lendemain. C'était le cas encore au moment des dernières législatives l'été dernier, où de braves militants, dont certains étaient membres et candidats du troisième depuis des années, voire des décennies, tout simplement parce qu'ils ont fait une réponse qu'on n'a pas jugée satisfaisante, pas assez politiquement correcte, c'est abominable. Et fondamentalement, le marinisme, c'est ça, quoi. Et c'est ça dès l'origine. Et c'est pourquoi je n'ai pas été plus surpris de ça, parce qu'elle a exclu son père, auquel elle devait tout. Voilà. Et donc c'est pourquoi il faut refuser toutes ces formes de dédiabolisation qui ne sont en fait qu'un déculottage de l'adversaire, une soumission face à un certain nombre de lobbies puissants, mais qui ne sont là que pour nous détruire. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut les combattre. Forcément, si on les combat, on est diabolisé par eux. Mais ça prouve qu'on est plutôt dans la bonne voie quand on est diabolisé. Et donc, il faut bien comprendre que le combat, il doit être sans concession et il doit aborder tous les sujets fondamentaux. Que tout se tient. Vous voyez, par exemple, ne combattre que l'immigration, évidemment une question essentielle, mais pour l'avortement, pour l'euthanasie, ça n'a aucun sens, puisque c'est une destruction également de la même manière, et même presque encore plus radicale, puisqu'il s'agit de tuer d'un côté les bébés et les vieillards. C'est les deux bouts de la vie, on s'en prend deux bouts de la vie. Et pas seulement les vieillards, parce que l'euthanasie, il faut se faire d'illusion. Ce sera d'abord les anciens, mais ce sera aussi, c'est déjà le cas aux Pays-Bas, mais les mineurs, les enfants peuvent se faire euthanasier, ça va être l'horreur. Il faut savoir que tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie, à commencer par des pays anciennement catholiques comme le Québec, des pays comme la Belgique, le Pays-Bas et autres, il y a une explosion d'année en année des demandes d'euthanasie et de suicide assisté. Il faut le savoir. À partir du moment où on fait sauter un verrou, un tabou moral, qu'on jugeait infranchissable pendant très longtemps, eh bien finalement tout saute. Les gens considèrent que finalement ça devient moral. C'est évident que la position de la plupart des gens sur l'avortement n'est évidemment pas la même que celle qui existait il y a 50 ou 60 ans. De la même façon, on dirait que pour l'euthanasie, déjà beaucoup de gens y sont favorables. Enfin, les gens qui sont favorables, en général, c'est les gens qui sont en bonne santé. Parce que j'ai rarement vu des gens qui étaient dans les hôpitaux, ils ont envie de continuer à vivre. Bon, surtout s'ils sont entourés, s'ils sont aimés, s'ils sont aimés. Parce que derrière tout ça, il faut bien comprendre qu'il y a des raisons à la fois idéologiques et économiques. Les raisons idéologiques, on les connaît, c'est la franc-maçonnerie. D'ailleurs, Macron était récemment à la Grande Loge de France, une des grandes revendications historiques de la franc-maçonnerie, l'euthanasie, parce qu'il faut démontrer que finalement, l'homme décide lui-même de sa mort. Alors que dans la religion chrétienne, eh bien, évidemment, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la retire. Et l'incinération. Et l'incinération. Parce qu'on est tout à fait d'accord sur parce que l'incinération est quelque chose de terrible aussi. C'est abominable l'incinération. J'en ai parlé dans une vidéo, c'est très important. L'explosion aussi de la crémation. Là aussi, effectivement, la franc-maçonnerie est derrière. Et c'est abominable. Quelqu'un me disait qu'il avait assisté il y a quelques années à l'incinération de son père. Parce qu'il avait demandé ça. Bon, à l'époque, je crois que c'est moins le cas aujourd'hui, mais on voyait la totalité de l'incinération. Et à un moment donné, j'ai vu le corps se relever, le corps qui est mort. Et il se relève avant de totalement se coucher, etc. Sous l'effet, j'imagine, des flammes, peut-être de l'air. Moi, je connais rien en chimie. Mais il m'a dit, ça hante mes nuits, même des années après encore, tellement c'est horrible, tellement c'est brutal. Voilà. Et il y a une volonté, évidemment, de nier la résurrection de la chair. Et évidemment, il y a une dimension antichrétienne derrière tout ça, c'est évident. Surtout que le deuil, ça implique du temps, il faut du temps.
pour pouvoir faire son deuil. Alors là, c'est extrêmement brutal. Hein, le corps qui se décompose peu à peu, on dit que ça prend entre 6 mois et 1 an sous la terre, en moyenne. Hein. Ça dépend évidemment des saisons, des sols, etc. Mais c'est entre 6 mois et 1 an, tandis que là, c'est extrêmement brutal, si vous voulez. Et on voit très bien la volonté qu'il y a de vouloir démontrer qu'il n'y a plus rien après. Que l'après-mort, c'est comme l'avant naissance, qu'il n'y a rien. Et dans une logique tout à fait matérialiste, consumériste, et tout à fait conforme à l'idéologie de la franc-maçonnerie. Alors qu'on n'est pas du tout dans cette position-là. Les nationalistes, pareil, c'est la terre et les morts, c'est l'héritage. Hein, le Bayon parlait magnifiquement souvent dans ses discours quand il parlait du sang versé, du sol et du sang, des racines, quand il parlait de sa Bretagne natale, etc. Hein, où il disait ces paysans, nos frères et sœurs, qui en ont bavé pendant des générations hein, pour remuer la terre, pour essayer de faire en sorte que le pays devienne plus grand, plus prospère, donner quelque chose qui soit encore meilleur pour la nouvelle génération. C'est ça aussi un des buts de la vie, de faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants, dans toute la mesure de nos possibilités, de nos forces, et une situation qui est meilleure que celle que nous avons pu connaître. C'est le contraire aujourd'hui. Tout se dégrade. Hein. L'école se dégrade, évidemment la question de la sécurité, les mœurs, les mentalités, l'état du pays, sa composition ethnoculturelle, ses positions morales, religieuses, c'est de plus en plus catastrophique. Et évidemment, tout ça, c'est voulu. Hein, c'est évident. Il y a une volonté de destruction. Si tel n'était pas le cas, on ferait marche arrière devant les désastres qui sans cesse s'accroissent. Donc, au contraire, on va toujours plus loin dans l'horreur. Et on règle de vouloir garder Macron depuis qu'il est là, en l'espace de 10 ans. On a eu l'aggravation de l'avortement qui est passé de 12 à 14 semaines. Ça, c'était en 2022. Hein. En 2021, on a eu la PMA étendue aux lesbiennes. Voilà. Et là, on a l'euthanasie, et l'année dernière, on avait la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Hein, du droit à l'avortement. C'est-à-dire qu'on constitutionnalise ce qui est objectivement une boucherie et un assassinat. Parce qu'il faut voir ce qu'est un avortement. Hein, on aspire le bébé, le fœtus, parfois on est obligé de le démembrer. C'est une véritable boucherie. Hein, voilà. Et on considère ça comme un droit fondamental qui est gravé dans le marbre constitutionnel. Hein, c'est quelque chose qui dit, il faut savoir que 90% des députés et des sénateurs ont voté ça. Hein, voilà. Et quand on voit ce qu'est un enfant, l'amour qu'on peut lui donner, l'amour qu'il nous donne, un enfant qui nous tend les bras, qui court, voilà, qui commence à parler, qui peu à peu, de progrès en progrès, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est un des plus grands bonheurs de la vie, c'est le plus grand, hein, d'avoir un enfant et de voir cet apprentissage au fil des années et tout ça. Et donc l'avortement, c'est quelque chose d'ignoble par rapport à tout ça. Non. Et d'autre part, l'euthanasie, c'est quelque chose qui est effrayant aussi, parce que les anciens, on finira tous, sauf si on meurt jeune, on finira tous vieux. Et donc, finalement, lorsque on a soigné nos propres enfants, lorsqu'on les a allongés, lorsqu'on s'occupait d'eux, et lorsqu'on vieillit, eh bien, ils viennent un petit peu nous aider, nous secourir, c'est le moindre des choses. Hein. C'est ce qu'il le dit, l'assistance aux parents. Tes pères et mères honorera dans le livre longuement, les assistera fidèlement. Bon, et effectivement, c'est un des devoirs de l'homme, hein, précisément, cette solidarité mystérieuse et magnifique entre générations, qui fait aussi du prix de la vie. Aujourd'hui, il y a une destruction des familles. Et donc, l'avortement, l'euthanasie, ça va encore accroître la distanciation des liens sociaux, familiaux, etc. C'est le règne de l'égoïsme, des responsabilités. C'est abominable de vous imaginer après les chantages à l'héritage, les choses absolument sordides, abominables, parce qu'on peut pousser quelqu'un au suicide. Hein, voilà. Surtout si la personne se sent inutile, que personne ne va la voir, qu'elle reste dans des EHPAD et tout ça. Bien sûr que même dans cette loi, il est déjà pratiqué en douceur massivement. Hein. Moi j'avais une belle-sœur qui est infirmière, elle me disait les médecins me disaient souvent d'augmenter le dose de morphine, d'hypnovel, etc. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Surtout quand c'était des gens, la famille de Jean-Marie Le Pen, il y a échappé belle. Ouais, voilà. En fait, il fallait des lits, il fallait un manque de lits en France, etc. Avec les normes de Bruxelles, etc. La conception malthusienne des choses, bon, bah, ça se pratique déjà massivement. On pensait bien que maintenant que la loi va être votée, elle va passer au Sénat à l'automne, d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, sauf miracle, elle est votée, hein, et promulguée. Et ça va être un désastre, hein, il faut le savoir. Il faut savoir qu'au Québec, par exemple, il existe des packs, vous pouvez choisir sur Internet, il y a différents packs, où on vous offre un café, un jus de fruits, des madeleines, il y a de la musique douce, on met dans une salle des photos sur un mur de la personne qui est euthanasiée. Et pendant ce temps-là, elle est euthanasiée, elle est piquée, elle pique du prélétal. Voilà. Hein, et donc vous avez plusieurs packs, plus ou moins intéressants, des prix. Voilà où ça en est, quoi, je veux dire. C'est quelque chose qui est effrayant.
Et donc la crémation, c'était déjà une rupture considérable avec nos traditions. Et vous voyez, une société qui ne respecte plus les morts, la mort, et le dernier âge, le moment finalement qui est le plus important, puisque c'est le moment finalement, les derniers pas que l'on fait ici-bas, et le moment du grand passage, du grand voyage, en quelque sorte, vers l'au-delà, vers l'éternité, bien heureuse ou malheureuse, eh bien c'est très important, ces derniers moments, qui soient les plus féconds possibles, et c'est aussi les plus heureux possibles. Et là, on veut détruire ça. J'ajoute que le problème de notre société, c'est qu'elle refuse toute forme de souffrance. Alors qu'on allège la souffrance autant qu'on le peut pour des gens qui souffrent vraiment, qui peut être contre, évidemment, ça c'est une chose. Mais de là à provoquer la mort délibérément, c'en est une autre, se donner la mort, c'en est une autre. Surtout que, je pense que ça arrive à chacun d'entre vous, qui dans sa vie à un moment donné, ne serait-ce qu'en court instant, n'a pas eu envie d'en finir parce qu'il y a des moments dans la vie où, vous savez, les bonnes nouvelles, c'est pas les mauvaises nouvelles, ça arrive souvent en série, et à un moment donné, on a l'impression d'être pris d'impasse. Il suffit que vous ayez en même temps des échecs professionnels, des échecs affectifs, un problème financier. À quoi bon voilà, voilà. C'est le à quoi bon, tout ça, c'est vite fait finalement. Je veux dire, bon, c'est vite fait. Bon, donc si vous autrefois vous aviez les conditions religieuses de la crainte de l'enfer, qui retenaient quand même, je veux dire, pas forcément tout le monde, en fait, qui retenaient quand même beaucoup. Mais comme maintenant le plupart des gens en plus ne croient ni à Dieu ni à diable, pensez bien que ce sera très facile de franchir le pas. Et d'autant plus qu'il n'y a plus le lien familial qu'il y avait avant, si vous voulez, où il y a une distance géographique, où il y a des distances affectives, où il y a une perte du sens aussi de l'effort, du sacrifice, de l'entraide, etc. Donc c'est quelque chose qui est effrayant. Il est vain, il est illusoire d'espérer vaincre la souffrance tant physique que psychologique. Tantôt on a chaud, tantôt on a froid, tantôt on est malheureux par les pensées que l'on a, par l'imagination que l'on a, par les souvenirs que l'on a, par les pensées parfois déraisonnées que l'on a de l'avenir, par les échecs qu'on veut subir, par les souffrances physiques ou psychologiques, les infirmités de l'âge, le caractère difficile du prochain, etc. La vie est ainsi faite. Bon, mais heureusement, comme dit l'adage, après le plus beau temps, vous connaissez aussi, on le chantait dans le scoutisme et dans les organisations de jeunesse, même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne faut pas désespérer ici-bas. Demain est un autre jour. Et on le voit souvent. Au fond du trou, souvent, il y a un moment donné, il y a un mieux. Voilà. De même que, on le voit symboliquement, quand il fait mauvais, et dans ce coup, il y a un petit soleil, il y a le fameux arc-en-ciel. Bon, c'est magnifique. C'est ça, finalement. Entre nos vies, c'est ça. Que ce soit nos vies professionnelles, nos vies affectives, nos vies familiales, nos vies amicales, c'est ça finalement, c'est ça. Vous avez des hauts et des bas, la vie n'est pas un bonheur continu, c'est le ciel qui est le bonheur continu, et l'enfer le malheur continu. Mais ici-bas, il y a un dégradé, il y a des montagnes russes, c'est ainsi. Et donc, espérer vaincre la souffrance totalement, c'est une illusion totale. Voilà. Et donc, la souffrance peut être rédemptrice si elle est acceptée, si elle est assumée, et surtout si elle est, comment dirais-je, atténué par le fait qu'il y a de la famille, il y a des amis, on est entouré, tout ça, etc. Le don du sourire, la main que l'on tend, la caresse que l'on fait, l'accolade que l'on donne, et surtout les services que l'on rend. C'est évident, je peux vous assurer que les gens qui sont entourés dans des hôpitaux, même en fin de vie, si la famille va les voir, si elle est gentille, si elle est là, si elle est présente, ils n'ont pas envie de mourir. Bon, ils savent qu'ils vont mourir un jour, mais ils sont même contents d'être là. Moi, j'ai vu mon père, etc. Il est mort d'un double cancer à 84 ans, à la fois donc cancer de la prostate, dans les cancers de l'œsophage. Bon, moi je trouvais que c'était magnifique sa mort parce qu'il a beaucoup profité. Je veux dire qu'il est mort à la fin de l'été, le 15 septembre, de ses enfants, de ses petits-enfants, et qui venaient le voir, qui venaient nous chanter quelques chants qu'ils avaient appris à l'école, où il a pu recevoir plusieurs les derniers sacrements, il a eu d'avoir des albums de photos, un peu de toute sa vie. C'est vrai que quand on arrive en fin de vie, on est très tourné vers le passé, on a envie de voir un peu le passé, des objets qu'il aimait, etc. Des fois, il a eu la chance, je trouve, d'avoir une fin de vie magnifique, une vie entourée, tout ça, il a eu le temps de se voir mourir, et de se préparer à ce grand voyage, qui est le plus important. Or, il est évident que c'est sûr que c'est des gens qui se trouvent seuls, forcément, c'est pas la même chose, quoi. Donc, il n'y aurait pas d'euthanasie et il n'y aurait pas cette comment dirais-je, efficacité sur l'opinion publique s'il n'y avait pas davantage de liens sociaux et davantage d'amour, finalement, davantage d'affection de soi, autre de soi. C'est de ça qu'on souffre.
Parce qu'on parle toujours des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ils peuvent avoir un certain nombre d'avantages. Mais c'est quand même l'anonymat, c'est la froideur, alors que rien ne vaut la chaleur humaine. Et c'est pourquoi je suis content de faire encore, comme on dit aujourd'hui, des repas, des déjeuners, des conférences en présentiel. C'est-à-dire physiquement, on se voit, on se parle, on peut discuter, on se pose des questions. Par Internet, c'est quand même autre chose. Je ne dis pas que ça peut avoir certaines utilités, mais on l'a vu avec le Covid, c'est quelque chose d'effrayant quand on y réfléchit. Effrayant, parce qu'on a vécu, surtout maintenant qu'on a le recul, c'est quand même selon effrayant ce qu'on nous a fait vivre. Hein, ou tel oncologie en passage, il fallait me signer sur un petit papier, et on devait sortir plus d'une heure, à plus d'un kilomètre. Vous vous rappelez, c'était jusque-là, c'était hallucinant. Moi, j'ai envie de penser promener avec mon épouse et mes enfants. Je crois que c'était en Mort-de-Loire un dimanche après-midi, et la police est passée, on était seul. Hein. Il n'y avait personne encore. On ne pouvait pas être contaminé, ni contaminé que ce soit. En théorie, on était seul. Et donc, la police est passée pour nous dire qu'il fallait absolument partir, comme si on était délinquant, comme si on commettait un crime, de se promener. Il faisait beau dimanche après-midi, au Mort-de-Loire, il n'y avait personne. Voilà. Donc, et là, c'est là où on voit cette façon de domestiquer le corps social, ces formes d'ingénierie sociale, c'est absolument effrayant. Il faut quand même voir qu'en l'espace de quelques décennies, ce qu'on a pris sur la figure, c'est absolument effrayant. Il y a le phénomène du grand remplacement, qui est inouï en l'espace de quelques décennies, la submersion migratoire, il suffit de prendre le métro, le tramway, le bus dans la plupart des villes de France, et même maintenant dans les petites villes, et même dans les villages. Bon, vous avez ça, et vous avez en plus tout ce que j'ai dit, le LGBTisme, l'homosexualisme, qui est encore inimaginable à l'époque de mon enfance et de ma jeunesse. Impensable de vivre son vie. Et maintenant, le transsexualisme, il ne faut pas penser que c'est fini. On peut toujours aller plus loin dans l'horreur, parce qu'il n'y a pas de fond dans le mal. Hein. C'est-à-dire que si on est au fond de la piscine, on creuse encore, on ne remonte pas, on creuse. Hein. Et donc, c'est ce qu'on voit. Et il y a des lois, c'est ça qui est le plus effrayant encore, c'est qu'il y a des lois qui nous empêchent d'exprimer, ou alors à ce risque et péril, d'exprimer le simple bon sens, ce qui s'est toujours fait, les traditions mémoriales et tout ça, dans un domaine de plus en plus important aujourd'hui, hein, où il n'y a plus de débat possible maintenant. Moi, j'ai un fils qui a une cocagne, il me dit, mais c'est effrayant, je ne suis pas me faire d'amis, parce que pourtant il ne dit rien. Hein. C'est vous savez, l'autocensure, au bout d'un moment, pendant permanence dans son travail ou à l'université, il ne faut jamais rien dire, même psychologiquement, ça vous rend malade, hein, au bout d'un moment. On est quand même pour ça. L'être humain est un truc social, est un animal social, dit Aristote. Hein. Donc, quand vous êtes en permanence, tous les jours, tout le temps, dans l'autocensure, bah, ça vous rend malade, au bout d'un moment. Je veux dire, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour pouvoir se parler librement, s'exprimer librement, dire ce que l'on pense, écouter aussi l'autre, bien sûr, avoir une liberté de parole, une liberté d'échange. Aujourd'hui, il me dit que ça n'est pas possible. On ne peut même pas, même sous une forme de débat qui pourrait être parfois assez incisif, où chacun pourrait s'exprimer en toute liberté. Non, c'est tout de suite, on est tout de suite dans la condamnation presque pénale et tout ça. Par exemple, si on n'est pas d'accord sur ce qui s'appelle le droit LGBT, le LGBTisme, tout ça, par exemple, la moindre réserve là-dessus, aujourd'hui, c'est la délation, si vous voulez, ce qu'on appelle la délation citoyenne, aujourd'hui. On va dénoncer la personne pour qu'elle soit exclue de l'école, de l'université, du travail, etc. Un mouvement feuilleton de l'URSS. Exactement. C'est pourquoi moi je dis souvent qu'on dit toujours le communisme c'est mort, mais le communisme en France traditionnelle qu'on a connu peut-être, mais pas le communisme en tant que tel, qui postule, je rappelle, la suppression de la famille, de la patrie, de l'armée et du passé de nos tables rases. Plus que jamais on est ça. On est dans ça. Je dirais même que par certains côtés, c'est même pire que l'URSS, n'avait pas à ce point détruit la famille comme la famille est détruite aujourd'hui, par exemple. C'est la raison pour laquelle il faut combattre complètement tout cela. On est peu nombreux, on n'a pas d'argent, on n'a pas les médias avec nous, donc évidemment c'est compliqué. Parce que qui tient les médias tient quasiment tout. Pensez que les gens ils regardent en moyenne 3-4 heures par jour à la télévision, alors que c'est l'ennemi qui leur dit ce qu'il faut penser, qu'il faut aimer, qu'il faut haïr, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut détester, et malheureusement ça marche à fond. Moi j'ai des gens présents dans la famille, dans mes amis, ils ne me connaissent pas, ils n'ont jamais vu, ils ne veulent pas me voir. Parce qu'ils ont entendu de moi à la télévision, à la radio, sur Internet, ça leur suffit, quoi. Je veux dire, c'est pas effrayant quand on y réfléchit. Je leur en veux pas, hein, ils sont plus victimes que d'autres, ça raconte des histoires. Mais quelque part, quand on y réfléchit, c'est triste et c'est même dramatique. Ils ne connaissent pas. Si vous me laissez en privé, ils auraient sans doute une vie différente, moi j'espère. Vous voyez, mais c'est quelque chose qui. C'est-à-dire qu'en réalité, on va davantage croire le gros média. Hein, Patrick Drahi, par exemple, qui tient BFM TV, qui tient Libération, il donne des milliards, des milliardaires à Tzal, à l'armée israélienne, par exemple. Donc, comment voulez-vous que vous ayez une information équilibrée sur le conflit israélo-palestinien, ou même sur toute une série de questions liées aux juifs Bolloré, il est juif par sa grand-mère, Idol Schmiss, il faut le savoir.
Patrick Veil qui tient l'Express, aussi est juif. Regardez tous les milliardaires, même quand ils ne le sont pas, comme Lagardère ou comme comment il s'appelle, François Pinault ou Bernard Arnault. De toute façon, comme ce sont des milliardaires, ils travaillent en permanence avec ces gens-là, et donc forcément ils vont dans ce sens. Donc quand vous pensez que la presse est détenue que par quelques milliardaires, non, ça c'est démontré, c'est public. Vous allez sur Internet, sur Wikipédia, vous avez tout. Vous avez tout sur qui est propriétaire de quoi. Bon, ne vous étonnez pas que lorsque vous lisez tel journal et tel autre, vous avez la même information. Pourquoi on nous a supprimé à nous la commission propriétaire il y a 3 ans? Parce que précisément, on avait un discours qui était différent. On a un discours qui est tellement libre. Et donc, alors même qu'on remplissait tous les critères pour être un hebdomadaire d'information politique et générale, on parle toutes les semaines, on parle tous les sujets, politique étrangère, politique internationale, politique nationale, on parle tous les sujets, on existe depuis 3 quarts de siècle, toutes les semaines sans discontinuité, et malgré cela, eh bien, on nous a retiré cet agrément des commissions propriétaires qui nous permettait de bénéficier, pour les envois en nombre, de tarifs réduits de la poste, d'un TVA à taux réduit, voilà. Et en plus, non seulement il y a ça, et maintenant on nous refuse dans beaucoup de supermarchés, parce qu'ils font pression sur les enseignes en disant comment osez-vous vendre un journal antisémite, homophobe, xénophobe, tout ça, et moyennant quoi ça fonctionne. Les gens sont tellement lâches, et les directeurs des enseignes n'ont pas de problème, Louis Riverol, c'est une modeste publication, voilà, donc bon, c'est pas leur chiffre d'affaires, c'est pas là-dessus. Donc forcément, ils cèdent. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a été éliminé en l'espace de quelques mois de tous les supermarchés. Le premier, c'était Carrefour. Le 18 août 2022, ce qui fait que je peux dire plaisamment, je ne pourrais plus dire maintenant la célèbre formule, le célèbre slogan de l'enseigne, avec Carrefour, je positive. Pas positive, je négative. Bon, mais. Et on voit très bien que les pouvoirs publics ont tout intérêt à ce qu'il y ait plus de presse-papier. Parce que par Internet, vous pouvez contrôler plus facilement, vous pouvez supprimer faire pression sur l'hébergeur, supprimer le site, etc. La presse papier, c'est quand même un peu plus compliqué d'interdire un journal. C'est possible, mais c'est plus lourd, c'est plus compliqué. Et en plus, vous pensez qu'un journal, surtout si vous avez des articles longs, des articles de fond, ça vous fait réfléchir, ça vous donne des arguments, il y a une argumentation, il y a un rappel historique, on peut revenir un journal un peu sur une table, on le reprend, on le relit après, c'est une formation qui est très importante. Moi, Thomas disait précisément, moi j'avoue que je ne serais pas ce que je suis, je ne serais pas ce que je suis devenu, si dans toute mon enfance et toute mon adolescence et ma jeunesse, ma prime jeunesse, je n'avais pas été un lecteur régulier de National de Ludo, de Présent, de Minute, puis de Rivarol, l'Action française, tout ça. Ce sont ces journaux, les lectures assidues, quotidiennes ou hebdomadaires de ces journaux, de ces magazines, de ces revues, de ces périodiques qui m'ont formé, qui m'ont permis d'avoir des convictions, une structure mentale, d'avoir une vision du monde, une conception du monde qui s'est forgée au fil des années et qui s'est renforcée aussi au gré de l'actualité, quand je voyais aussi comment le Front National était persécuté, et que je voyais que ceux qui étaient les plus persécuteurs du Front National, il c'est vrai que la plupart étaient juifs, notamment des journalistes, Anne Sinclair, Yvan Levaille, El Kabash, Jean-François Kahn. Et donc au départ, je me dirais posé cette question-là. Ils sont presque tous morts. Ils sont presque tous morts, tout à fait, c'est exact. Sauf le premier que j'ai cité, mais en réalité, dans ça, je vous dis, il y a quand même un problème. Et petit à petit, j'ai compris finalement. Et on voit très bien que, et j'en voudrais dire juste un mot aussi, parce que c'est important, il faut bien comprendre que le culte choatique, c'est une façon aussi de le détruire. On sait bien qu'ils n'amèneraient pas les enfants des écoles qui est au Struthof, qui est au mémorial de la Shoah, qui est au camp d'Émile, qui est à Auschwitz, si ça n'avait pas un intérêt politique extrêmement important. C'est une façon de le détruire, de faire de l'ethnomasochisme, de diaboliser ce qu'a été la France et l'Europe traditionnelle, et la morale traditionnelle, la famille traditionnelle, la nation, la race, l'ethnie, tout ça, etc. Et de faire des judéo-serviles et des judéo-soumis. C'est évident, ça sert à ça. Et quand on pensait qu'ils osent faire ça au moment même où le génocide, là pour le coup réellement, c'est parfaitement documenté et vrai en Palestine, il faut quand même le faire. Ils sont quand même d'un cynisme qui est absolument éhonté. Éhonté. Voilà, c'est ça qu'on les reconnaît, quoi. Et donc, c'est la raison pour laquelle, moi je pense qu'il ne faut aucune concession dans aucun domaine et dire la vérité. Comme disait Thomas, je crois que notre force, c'est, malgré notre nombre numériquement limité, nos absences de financement, notre invisibilité médiatique, notre force, c'est quand même de dire la vérité. Voilà. Et d'essayer de vivre et de penser en conformité avec ce qui nous paraît être la vérité. Voilà. Et je crois que c'est, me semble-t-il, ainsi que l'on peut avancer. Et c'est la raison pour laquelle, moi, en tant que j'aurai la chance, la grâce de diriger Rivarol,
je tiendrai la même ligne. Alors peut-être qu'un jour ils écriront le journal, peut-être qu'ils me mettront en prison, peut-être que je mourrai avant, on ne sait pas ce que l'avenir réserve, mais en tout cas, je crois qu'il est important de rester fidèle à cette ligne, et je crois que beaucoup plus qu'un bulletin de vote, vous savez, les gens votent une fois, après ils votent 3 fois, ils ne votent plus, et vous l'avez déjà prévu, le bulletin de vote. Ce qui est très important, c'est vraiment d'avoir des convictions fermes. Si vous avez quelqu'un qui est vraiment nationaliste, a vraiment compris qui était l'ennemi, qui a vraiment compris le sens de notre combat, a quelques convictions fortes et essaye de rester fidèle dans la vie de chaque jour. Quand on n'est pas nationaliste une fois par an, on est en permanence. Je crois que ça, c'est une véritable réussite. Alors évidemment, on ne peut pas se faire convertir les masses, mais si en quelque sorte, d'individu en individu, on peut avoir des convictions fortes, vous savez, un petit reste, ça n'est pas rien finalement dans les situations dans laquelle nous vivons, parce qu'il faut reconnaître que nous vivons aujourd'hui une grande solitude. Il y a beaucoup de gens entre nous qui sont complètement hébétés, quoi. Il y a tout ce que disent les médias, et donc c'est toujours facile à vivre. D'où l'importance d'ailleurs de faire des petits repas comme cela, de se retrouver, de faire un truc. C'est bon même pour le moral, d'un point de vue psychologique, même d'un point de vue du dynamisme militant et de la volonté de repartir de l'avant. Eh bien, voilà. Donc je crois vraiment qu'il faut rester fidèle à tous les principes, le sens de la famille, l'amour de la famille, l'amour de la patrie, l'amour de la religion, l'amour de ce qui fait notre pays, même si aujourd'hui il est complètement défiguré et décomposé dans des égards, et garder au fond du cœur une espérance, parce que si la Providence nous a placés à ce stade de l'histoire de notre pays, de notre continent, de notre civilisation, ça a forcément sens. Et qu'il convient dans les ruines et les ténèbres auxquelles là où nous devons vivre actuellement, qui nous entourent, il convient d'essayer de tenir debout et d'être fidèle à nos principes et à nos convictions. Voilà, merci. Bravo.